Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la recherche scientifique en Afrique, avec un dossier consacré aux écoles doctorales au Sénégal. Au sommaire également de cette émission, le lourd bilan de l'attaque terroriste du musée du Bardo en Tunisie, qui aurait fait au moins 19 morts, dont 17 touristes. Et en Centrafrique, les autorités confrontées au défi de l'organisation des élections. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombé, bienvenue. Bonsoir Fanny, ravi de retrouver nos téléspectatrices et téléspectateurs. Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Samuel Gamblock, bienvenue. Bonsoir Fanny, merci. Tout de suite, l'actualité du jour. C'est donc le cœur de la capitale tunisienne qui a été frappé ce mercredi. Une attaque terroriste a visé le musée du Bardo à proximité du Parlement. Le dernier bilan fait état d'au moins 19 morts, dont 17 touristes. Ibrahim Ndiaye. La Tunisie frappée par un attentat terroriste. Au moins 19 personnes, dont 17 touristes étrangers, ont été tués ce mercredi 18 mars dans une attaque menée par des hommes armés contre le musée du Bardo à Tunis. Une attaque menée par 2 ou 3 individus qui ont fait irruption dans ce musée pour accéder a priori au Parlement. La Tunisie est dans la ligne de mire depuis quelque temps, et n'oubliez pas que la situation aux frontières de la Tunisie en Libye et au sud de la Tunisie est assez explosive depuis maintenant plusieurs années, presque on pourrait dire. Le timing et le choix de la date d'aujourd'hui correspond quand même à une période où il y a eu énormément d'arrestations ces derniers temps, énormément de prises d'armes, également un renforcement des dispositifs autour de plusieurs réseaux, donc dans une phase un peu d'affrontement entre les forces de sécurité ou l'armée avec les groupes terroristes existants sur le territoire. Des dizaines d'otages étaient présents à l'intérieur du musée. L'attentat intervient au moment où le Parlement était en train d'examiner un texte de la loi antiterroriste. On est à quelques jours de la fête de l'indépendance, le 20 mars, et le musée qui est dans la proximité de l'Assemblée qui va statuer également sur la nouvelle loi antiterroriste, parce qu'il y a déjà une loi qui est appliquée actuellement. Donc il y a quand même toute cette conjoncture et autres. Je pense que c'est une riposte par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement et le renforcement du dispositif et surtout les réussites successives de l'armée sur 2 entrepôts qui ont été découverts, plusieurs réseaux démantelés, plusieurs arrestations ces derniers jours. Je pense que c'est tout ça qui les fait réagir. Avec cette attaque, la Tunisie vient de connaître un nouvel épisode violent après l'assaut de l'ambassade américaine par des militants salafistes le 14 septembre 2012, les assassinats des personnalités de gauche Choukri Belaïd le 6 février 2013, puis Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013. À cela s'ajoute le lourd bilan de l'attaque terroriste qui avait fait 15 morts du côté des soldats tunisiens le mercredi 16 juillet 2014. Jean-Marie, quelle est votre première réaction après cette attaque ? Fanny, ma réaction là-dessus, c'est que la problématique terroriste en Afrique ne concerne pas seulement une région. De mon point de vue, le terrorisme s'installe en Afrique tout simplement. Pourquoi ? On en parle souvent sur le plateau. Parce que vous avez des pans de population, si vous voulez, qui ne bénéficient pas de la donne économique. De la donne économique dont ces gens-là. Vous avez 2 points de vue. Soit on peut rester sur ce point de vue, on se dit que la redistribution est mal faite, dont les gens se sentent désœuvrés. D'un autre côté, on peut aussi avoir une autre lecture qui serait la lecture suivante, c'est que vous avez des obscurantistes qui, à la limite, on veut leur repousser ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'apport extérieur, c'est-à-dire la colonisation est finie, c'est vrai, mais vous avez des individus qui estiment toujours que ils doivent eux-mêmes conduire leurs affaires dans leur pays. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, si vous voulez, est néfaste par rapport à la société. Alors que dans la globalité, une société, c'est quelque chose de dynamique qui bouge en permanence. Donc, on peut avoir ces 2 lectures-là. C'est dommageable que des événements comme ça puissent se produire dans un pays comme la Tunisie qui avait commencé à connaître un semblant de normalisation, de stabilisation. Donc, je pense que le terrorisme aujourd'hui, c'est une problématique qui convient de traiter de manière globale par rapport à l'Afrique et par rapport au monde entier. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui concerne aujourd'hui que l'Afrique. Samuel, est-ce qu'une attaque de cette ampleur était prévisible en Tunisie, dans la capitale ? Je pense que tout reste prévisible, que ce soit en Tunisie ou dans la région
maghrébine ou encore dans le Sahel ou dans tous les États africains en ce moment. Donc les groupes armés terroristes s'organisent. Ils savent très bien que la communauté internationale est en train de se mobiliser pour lutter efficacement contre l'intégrisme et les attentats terroristes. Et donc face à cela, il faut continuer à déstabiliser tous les États et les dispositifs qui sont mis en œuvre. Et à partir du moment où ils arrivent à perpétrer des attentats de cette nature, cela a un coût fatal sur l'économie à partir du tourisme. Donc les gens vont continuer à garder cette prudence et à ne plus aller en Tunisie. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils vont attirer l'attention de la communauté internationale sur cette question-là. Il faut quand même rappeler que la Tunisie commençait déjà, comme Jean-Marie le soulignait très justement il y a un instant, commençait déjà à stabiliser son territoire avec l'aide des Américains qui ont lourdement contribué au renforcement des exercices militaires conjoints dans la région. Et ceci a eu un impact conséquent sur la sécurité de la région. Et les groupes armés terroristes sont parfaitement conscients de tous ces dispositifs-là et sont obligés aujourd'hui d'utiliser ce moyen procédé par des attentats à la bombe pour justement péricliter tous les dispositifs qui sont mis en place. Jean-François, c'est clairement le symbole du tourisme qui a été visé ? C'est clairement le symbole du tourisme, c'est aussi autre chose. Fanny, permettez-moi d'abord que ma première réaction soit de faire hommage aux morts. 19 morts, 17 blessés, c'est tragique. On a dit il y a quelques instants, lorsqu'il y a eu un attentat en France, qu'on était tous Charlie, mais aujourd'hui on peut le dire, on est tous Bardot. Il y a ce qui s'est passé là concerne le monde entier, quelle que soit la nationalité des personnes. Et l'autre enjeu, justement, ce à quoi il s'attaque fondamentalement, c'est à notre qualité de femmes et d'hommes libres. Et cet attentat en Tunisie intervient, ce n'est pas un hasard s'il intervient peut-être précisément en Tunisie, parce que il s'agit de remettre en cause les fondements d'une nouvelle société tels qu'ils sont en train d'être dessinés en Tunisie. Et il faut condamner avec la dernière des énergies. Bon, il s'agit principalement de touristes, mais je pense qu'il ne faut pas faire cette différence-là. C'est vrai qu'objectivement, il y a des nationalités, mais le terroriste, il s'attaque à toute personne, y compris son distinction de nationalité, de religion, de couleur de peau, dès lors qu'il s'agit de s'attaquer à l'essence des systèmes. Et moi, c'est un attentat qui me fait réfléchir et me fait revenir à un certain nombre de considérations qui sont que, ici, on le relie pour l'instant à une branche armée des djihadistes. Nous avons des groupes en Afrique, plus généralement, qui jouent sur les deux terrains, le terrain politique et le terrain militaire. On commence à les appeler des organisations politico-militaires, on les appelle à la table des négociations de temps en temps. Il faut y réfléchir à deux fois, parce que la politique, ça se fait pacifiquement, et il faudrait bannir de la vie politique africaine ce type d'organisation et ne pas légitimer des actions qui pourraient être liées éventuellement à des organisations politiques. C'est regrettable. Nos condoléances aux parents qui sont touchés et aux amis. Jean-Marie, très rapidement, les députés étaient en train d'examiner un projet de loi justement de lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est un signal aussi envoyé au Parlement ? Comme le disait Samuel là tout à l'heure, si vous voulez, les terroristes qui sont en face, ils sentent qu'ils sont en train de perdre du terrain. Dans cette perte de terrain-là, il faut qu'il y ait des réactions. Il faut choquer, comment dirais-je, la psychologie des individus dans la société pour leur comprendre que nous n'avançons pas. Vous voyez, nous n'avançons pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cette perte de terrain fait en sorte que, on l'a vu dans le reportage, il y a quand même pas mal de caches d'armes qui ont été découverts. Donc, c'était des mouvements qui préparaient déjà, si vous voulez, des actions. Donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ce sont des gens qui s'attaquent au système tel qu'il est en train d'être remis en place. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que la Tunisie, on en parle souvent sur ce plateau, la Tunisie, quand on parle de l'obscurantisme dans les sociétés, comment dirais-je, islamiques, on a la Tunisie qui a été quand même une des premières sociétés dans les années 56 à interdire le port du voile, ainsi de suite. Donc tout ça, vous avez dans la société des gens qui sont toujours, comment dirais-je, qui regrettent cet aspect des choses-là, qui veulent que, au lieu que la société tunisienne avance, il vaut mieux pour eux qu'elle recule et qu'on reste, comment dirais-je, sur les fondements ancestraux sur lesquels la société fonctionnait, alors qu'une société, comme nous le disons tout le temps sur ce plateau, c'est une variable dynamique de la société. On ne peut pas. Donc, ces gens-là, je rejoindrai
Jean-François là-dessus. C'est ce que j'ai toujours répété sur ce plateau. Quand vous avez des groupuscules qui ne sont pas des groupuscules politiques, il faut vraiment être très, très, très sévère là-dessus, les actes à poser en place. Merci messieurs. Dans l'actualité également, le groupe international de contact sur la Centrafrique s'est réuni lundi à Brazzaville au Congo. L'objectif était d'examiner le financement des prochaines élections. L'organisation de ces scrutins, c'est d'ailleurs l'un des principaux défis des autorités centrafricaines. Ibrahim Ndiaye. Les autorités centrafricaines poursuivent leurs efforts pour un retour définitif de la paix. Un forum inclusif devrait avoir lieu au mois d'avril 2015. Des consultations populaires ont été organisées à travers les 16 préfectures du pays afin de donner la parole à la population et de jeter les bases d'une réelle réconciliation. La prochaine étape est l'organisation des élections qui devraient avoir lieu avant août 2015 au plus tard. C'est ce qui nous a été donc fixé par la charte de la transition. Donc l'élection de Madame Catherine Samba-Panza au mois de janvier 2014, c'était pour ça. C'était pour qu'elle prépare la République centrafricaine, d'abord à des consultations populaires qui viennent de se dérouler, ensuite à un forum et qui doit aboutir à des élections. Même si de nombreux obstacles existent, l'espoir est permis car le pays a fait des pas importants sur le plan sécuritaire. L'Agence nationale des élections, créée récemment, devrait permettre de réunir les conditions nécessaires pour la tenue de ces élections. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces élections puissent avoir lieu et que les Centrafricains désignent des responsables qui puissent diriger ce pays après la transition. Donc nous essayons de réunir les conditions au maximum. Vous savez qu'il y a une agence nationale des élections qui a préparé un chronogramme. Nous avons présenté un budget qui a un gap pour lequel nous demandons la contribution de la communauté internationale et de tous les partenaires pour nous aider vraiment à combler ce vide et aller aux élections dans les bonnes conditions. Sur le plan diplomatique, la 7e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe, qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en cours en Centrafrique, appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. Samuel, est-ce que la tenue des élections avant la fin de cette année 2015, est-ce que c'est réaliste ? C'est difficile de se prononcer sur cette question. Je pense que oui et non. Oui, parce que beaucoup a été fait. J'ose croire que la dynamique qui a été enclenchée est irréversible et qu'on ira droit aux élections. Mais maintenant, est-ce que la date qui est envisagée entre le mois de juillet et le mois d'août est réaliste ou pas? Là, je pourrais peut-être rester sceptique quant à la faisabilité de tout cela. Maintenant, est-ce que tout est préparé sur le terrain pour que les gens aillent aux élections? Je pense que beaucoup reste encore à faire. Si on a stabilisé relativement le pays, il reste quand même des poches de tension, comme j'ai souvent l'habitude de le souligner sur ce plateau. Il reste des poches de tension. Il y a une reconversion de certains groupes strictement militaires vers une dimension politico-militaire, comme le soulignait il y a un instant Jean-François. Et donc ce sont des partis qui vont peser sur l'échiquier politique national, qui sont prêts à prendre les armes si leurs revendications ne sont pas prises en compte, s'ils ne sont pas élus et s'ils n'ont pas un poids politique important, après ou avant les élections, cela risque encore de fragiliser tout ce qui a été fait jusqu'ici. Alors justement, Jean-François, la situation sécuritaire est encore loin d'être réglée. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour des élections ? Moi, je ne crois pas que cette échéance-là sera tenue parce que c'est une échéance qui est totalement irréaliste. D'abord, il faut se réjouir qu'il y ait des financements arrivent aujourd'hui. En tout cas, la décision a été prise. Le temps que ça soit débloqué, ça prendra un peu de temps. Mais je ne pense pas que cette échéance puisse être tenue. Aujourd'hui, la République centrafricaine, c'est un pays où tout est à faire. On parle des élections, mais il y a également une urgence quant au désarmement, il y a une urgence quant au retour des réfugiés, il y a une urgence pour tout en République centrafricaine. Et donc, parmi ces échéances-là, ces urgences-là, s'inscrivent les élections. Et puis, par ailleurs, j'ai tendance à considérer qu'il y a au moins 3 préalables pour que des élections libres, démocratiques, soient réussies en République centrafricaine. Le premier, c'est le désarmement. Le désarmement, nous savons tous qu'en République centrafricaine aujourd'hui, c'est
des poches, mais même plus que des poches. Hein. Il y a les grandes agglomérations qui sont à peu près sécurisées, mais même dans Bangui, vous avez encore des échanges de coups de feu tous les jours, des morts tous les jours. Et si on veut que les électeurs n'aillent pas aux élections avec une arme sur la tête, il faudrait d'abord désarmer. Le deuxième enjeu, qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense en regardant d'ici, c'est la confection de listes électorales. La confection de listes électorales dans un pays comme la République centrafricaine, où l'une des premières mesures pratiques prises par la Séléka a été la destruction des registres d'état civil. Aujourd'hui, pour arriver à identifier qui est centrafricain, qui ne l'est pas, c'est difficile. Il faut aller dans le pays pour pouvoir faire plus qu'un recensement. C'est à la limite des enquêtes qu'il faut faire. Et puis il y a l'autre enjeu qui est beaucoup plus juridique, est celui de la loi électorale. Et là, avec le nombre de candidats qui vont tous les uns après les autres, aujourd'hui plus d'une centaine ou près d'une centaine de candidats déclarés, mais donc je pense que c'est un exercice difficile, il faut y aller dans des délais raisonnables, bref, si possible, du juillet, août, je n'y crois pas, probablement le début de l'année prochaine, mais maintenant le pouvoir de transition est comptable des opérations qui seront menées, puisque maintenant il y a l'argent. Maintenant il y a l'argent, donc il faut y aller, préparer ces élections et sortir rapidement de cette transition, me semble-t-il. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec Jean-François sur les préalables à l'organisation de ces élections? Je peux être d'accord avec Jean-François sur le préalable des élections lui-même. Par contre, je prendrai le contre-pied, son contre-pied est celui de Samuel. Parce que si on se met à attendre indéfiniment qui est la construction, c'est-à-dire des listes électorales pour que tout le monde puisse voter, de mon point de vue, il faut qu'il y ait quand même un vote. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, analysons bien la situation de ce qui se passe en Centrafrique. Si on commence par construire l'État maintenant, vous avez une force multinationale, on nous parle d'une force multinationale, mais cette force multinationale est uniquement basée sur Bangui, tout simplement. Donc il faut commencer la construction de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que de l'autre côté, les forces, si vous voulez, rebelles dont on parlait tout à l'heure, profitent de ce vide-là. Comme on dit souvent, si vous voulez, la nature a horreur du vide. Parce qu'ils sont tous conscients, tous les candidats qui sont assis sont tous conscients que Mme Panza est là, c'est-à-dire de manière transitionnelle. Donc dans cette dynamique transitionnelle-là, elle arrange beaucoup plus, si vous voulez, les partis rebelles, qui se disent que tant que les choses ne sont pas stabilisées, on peut toujours continuer à faire ce qu'on fait. Donc, de mon point de vue, il est nécessaire que la Centrafrique commence à bâtir, si vous voulez, les organes d'un État qui puissent fonctionner. Donc, parlant de cette problématique, si vous voulez, des listes électorales, là, pour moi, elle est secondaire. C'est-à-dire quand on commencera à bâtir, c'est-à-dire un président de la République élu, que ce soit, si vous voulez, avec l'assentiment de tout le monde ou pas, mais il commencera à construire les choses, parce que ce n'est pas la force multinationale qui est présente à Bangui aujourd'hui qui va aller, si vous voulez, dans les coins reculés de la Centrafrique, dont Samuel parlait tout à l'heure, pour aller éradiquer, si vous voulez, les groupes rebelles qui sont sur place, dont il conviendrait éventuellement de former aussi une armée. Donc c'est une problématique qui est assez complexe. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.